Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue pour ce webinaire sur le sujet de l'éco-conception, mais tourné sous l'angle de la direction artistique. Donc, comment créer un site sobre sans sacrifier votre direction artistique. Aujourd'hui, présent pour animer ce webinaire, Juliette Béziat, directrice artistique. Donc, directrice artistique chez Adimeo. Et Daniel Ventura, donc je suis UX UI et responsable du studio graphique. Courte présentation d'Adimeo. Donc, on accompagne pour faire du digital le levier de votre croissance. On accompagne à chaque étape de votre transformation digitale. On vous accompagne pour créer des nouveaux outils, pour transformer votre organisation, voilà, tester de nouvelles techniques et tout ça avec vos utilisateurs et vos consommateurs. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On a à cœur de créer des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Pour ça, on s'appuie sur 4 expertises: le conseil à la stratégie, le design et l'innovation, dont nous faisons partie, la production technique et le marketing digital. Et ce qui nous importe aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est d'aborder l'éco-conception. Donc, on en a déjà fait quelques-uns chez Adimeo, des webinaires sur l'éco-conception. Et là, on va vraiment faire un focus sur la partie design, UX, UI. Au programme, on va revoir les bases très rapidement de l'éco-conception. On va présenter des bonnes pratiques. On va aussi vous montrer un outil pour auditer un site. Et après, on va conclure. En guise d'introduction, vous avez aussi Emmanuel, qui est le co-animateur, qui est aussi sur le chat et qui va vous donner le lien vers la landing page pour récupérer la présentation. Donc voilà, si vous voulez récupérer cette présentation, vous pouvez utiliser le lien qu'il va vous mettre dans le chat. Et donc voilà, on va faire cette présentation et à la fin, on va garder du temps pour quelques questions avec vous. Donc, c'est parti. Les bases de l'éco-conception. L'éco-conception, qu'est-ce que c'est? Pour le contexte, donc on le sait, notre monde vit en ce moment un bouleversement écologique. Il y a plein de stats qui le montrent. Et dans ce contexte, notre activité en tant qu'acteur du numérique a un impact. On peut parfois considérer que ce qu'on fait, c'est dans le monde du virtuel, mais il a tout de même un réel impact sur l'environnement. Pourquoi c'est aussi important de prendre en compte cet enjeu dans notre secteur? Il n'y a pas vraiment de loi encore qui régit ça. Ça va vers ça. Pour l'instant, dans le cadre juridique, on a la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, donc, qui est constituée de 5 piliers, dont le troisième, qui est l'adoption d'usages numériques éco-responsables via la création d'un référentiel général d'éco-conception qui existe. Voilà, si vous pouvez le trouver sur Internet. C'est un peu comme l'accessibilité, où il y a toute une liste de bonnes pratiques à prendre en compte si vous voulez concevoir des produits digitaux avec cette conception du numérique responsable. Et aussi, il y a aussi la loi anti-greenwashing qui a pris effet le 1er janvier 2023 et qui, là, donc, en gros, a un aspect en gros, il faut montrer des preuves si vous avancez que vous faites de l'éco-responsabilité ou que vous avez une dynamique donc, d'économie responsable. Et ça, il faut montrer des exemples, un peu comme, pareil, avec l'accessibilité, où aujourd'hui, en footer, on a un lien pour montrer effectivement qu'est-ce qui est réellement fait en termes d'accessibilité. Et on va demander maintenant la même chose pour l'éco-responsabilité. Donc, c'est à prendre en compte et c'est un sujet donc, qui est important. Pour vraiment ceux qui ne connaissent pas du tout cette dynamique, cette démarche, donc le numérique responsable, en gros, c'est obtenir le meilleur rendement avec le minimum de ressources et éviter de faire du gras, même si c'est du gras bio, ça reste du gras. Dans le sens où même une toute petite fonctionnalité qui ne prendrait pas beaucoup d'espace sur votre interface,
en vérité, peut-être qu'elle utilise des ressources et des ressources qui ne sont pas utilisées. Donc, même si vous l'avez optimisé au plus possible, peut-être que le mieux, en gros, c'est de l'enlever. Voilà, c'est pour être assez simple, ça résume toute cette dynamique. Si vous pensez que votre utilisateur ne va pas utiliser cette fonctionnalité ou que c'est une fonctionnalité qui est pour vos utilisateurs plutôt secondaire, et en gros, il faudrait mieux ne pas la mettre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les avantages qu'a cette dynamique, c'est de réduire l'empreinte environnementale déjà, de réduire les coûts, car si vous avez réduit votre périmètre, que vous faites moins de fonctionnalités, vous allez passer moins de temps, ça va réduire vos coûts. Ça va soigner l'expérience utilisateur au global, puisque votre site va être plus simple, plus appréhendable. Donc, plus simple, les utilisateurs aiment la simplicité, ça va soigner votre expérience utilisateur. Et pour vous, contributeurs, si vous avez un périmètre réduit et que vous n'avez pas fait un site où il y a 1 milliard de choses à faire pour déposer une page, créer une page, déposer un document, voilà. En gros, ça va vous faciliter votre expérience de contributeur en back-office. Vous aurez un back-office plus léger puisque votre site sera plus simple. Cette méthode, l'éco-responsabilité, en gros, elle s'appuie sur 4 piliers. Donc, on a de la stratégie à l'exploitation. Donc, les stratégies étant vraiment le moment où vous vous posez pour réfléchir à votre projet et rédiger le cahier des charges. Déjà, à ce moment-là, vous pouvez, au niveau du périmètre que vous allez demander, déjà, ça a un impact. Si vous ne demandez pas énormément de choses, voilà, logiquement, à la fin, si vous êtes sûr de ce que vous voulez et que vous avez bien périmétré, voilà, vous allez vous retrouver avec les choses qui sont essentielles pour vous et pour vos utilisateurs. Après, il y a la partie expérience utilisateur, DA et spécification fonctionnelle, donc toute la partie conception qu'on va aborder plus en détail aujourd'hui. La réalisation, donc le développement back et front, et l'exploitation, donc qui est l'hébergement et la création de contenu. Nous, on va se focus sur la partie conception. Avec d'abord une première phase sur les bonnes pratiques. Donc là, on va faire plutôt bonnes pratiques de design UX. Donc, on va vous présenter quelques sites pour mettre en lumière ces bonnes pratiques. La première des bonnes pratiques, ce serait de limiter la hiérarchie de l'information et de cibler les besoins primaires de l'utilisateur. Donc, pour ça, hop, on va vous montrer quelques exemples. Le premier exemple étant celui de l'APEC. Toc, toc, toc. Donc, comme on le voit, APEC, pourtant, gros acteur de l'accompagnement, donc des cadres, et pourtant, sur leur page d'accueil, c'est pas surprenant parce qu'ils ont, donc dans les scores EcoIndex, cette page, elle vaut B. B, c'est énorme, ça va de A à G. On va vous présenter EcoIndex tout à l'heure. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a pas énormément de choses sur cette page, mais qui a l'essentiel. Il y a de l'actualité, donc avec une seule image. Les images, on va le voir, Juliette va en parler plus en détail, c'est vraiment vidéo et images, c'est ce qui va vous prendre le plus de ressources. Donc, c'est effectivement quelque chose à jauger, mais on peut s'en sortir. Et là, on voit qu'ils ont vraiment pris soin de mettre le moins d'éléments possible sur la page. On sent, là on le montre en desktop, mais ça doit être parce que aussi ils ont dû le penser mobile first, donc ils ont conçu tout d'abord en mobile, ce qui fait qu'en mobile, on va pas avoir la quantité de scroll assez suffisant pour avoir tous les éléments dont on a besoin. Et bon, là, du coup, ça s'étale un peu. Mais voilà, c'est assez efficace. Donc, on présente le site et sa mission. On a, voilà, je suis candidat, je suis recruteur. Donc, quand je suis ces deux personas primaires, je sais où je dois aller. J'ai de l'actualité, mine de rien. Donc, c'est effectivement sobre, mais en tout cas, les messages sont là. Et après, en un coup de scroll,
Donc, j'ai besoin que d'un coup de scroll pour aller, consommer donc, des outils et des infos. Donc, c'est, à mon avis, les contenus que les utilisateurs viennent chercher le plus. Voilà. Et après, un peu de promo et on a le footer. Donc, simple, efficace. On n'a pas eu besoin d'en raconter des tonnes et donc ça vaut donc B. Il y a aussi l'exemple d'EDF, donc dans la même veine, voilà. Ah, je partage que ça, ok. Hop. Dans la même veine, on a le site d'EDF, donc la page d'accueil d'EDF, qui, voilà, lui aussi a 2,5 hauteurs d'écran. On n'a que 2 images, mais qui, voilà, ça dénature pas du tout la direction artistique et la marque. On s'y retrouve totalement. Dans la charte, de toute façon, est assez présente. Et on n'a pas besoin d'en dire plus. Voilà, ils mettent en avant une actualité. Ici, on a les entrées de portail pour rejoindre les grandes rubriques, puisque le site d'EDF est assez tentaculaire. Ils ont quasiment c'est quasiment, c'est une rubrique, mais c'est tout un site pour les particuliers, pour l'entreprise, pour les collectivités. Et après, on a l'institutionnel et la partie RH. Mais ça suffit, voilà. Ça joue son rôle de carrefour. Et pour les gens qui viendraient, plutôt pour les particuliers, ici, on a donc les besoins primaires des utilisateurs. Je veux suivre ma consommation, je veux consulter ma facture, je veux devenir client, je déménage. J'arrive ici, je sais où je peux aller. Et après, donc, ils mettent en avant leur podcast, sobre, basique, voilà, tout à l'image de cette page d'accueil qui est sobre, basique, mais efficace. Maintenant, on va passer plutôt aux bonnes pratiques de design UI. Alors pour la partie UI, donc en direction artistique, c'est vrai qu'on a un vrai rôle à jouer, puisque potentiellement tous les éléments graphiques qu'on va vouloir incorporer dans nos maquettes et par conséquent dans les sites web vont potentiellement être des éléments qui vont demander beaucoup de ressources, qui vont alourdir la page et qui forcément vont avoir un impact sur les émissions du site sur lequel on va positionner ces éléments. Donc, comme Daniel en a un peu parlé, on a plusieurs pistes, plusieurs points clés sur lesquels on peut travailler pour essayer d'améliorer les performances d'un site, sans pour autant sacrifier tous les éléments graphiques. Le premier point, c'est en effet limiter l'usage des images. Je pense que tout le monde s'en doute, les photos, ça pèse lourd, ça va du coup venir alourdir le poids de la page. On pourrait être tenté de croire qu'il faut nécessairement se passer complètement de photos et de visuels pour avoir une bonne performance d'éco-conception d'un site web, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a plusieurs compromis qui sont possibles. Donc notamment, ça peut paraître très, très simple dit comme ça, mais utiliser le bon format d'image. Par exemple, si sur votre site internet, l'image apparaît en 700 pixels par 800 pixels, c'est pas la peine d'uploader une photo qui fait plus que ça. Parce que sinon, non seulement le navigateur va devoir travailler pour la retailler à la taille à laquelle elle va apparaître, mais en plus de ça, elle va être plus lourde que si elle était aux dimensions dans lesquelles elle va s'afficher dans tous les cas. Donc ça, c'est déjà un point où en fait, on peut faire de belles économies de ressources. On peut également faire le choix d'utiliser des illustrations, puisque les formats SVG, par exemple, vont être beaucoup moins lourds qu'un format JPEG, qu'on va utiliser plutôt pour les photos. Un dernier point qui est pour moi très intéressant et qui est un très bon compromis si on veut tout de même utiliser des images, c'est d'utiliser des filtres. Donc ici, on a 2 exemples, Mountain Riders et Dalkia. Donc, je vais vous montrer
pour Mountain Riders ce que cela donne. Ici, vous pouvez voir qu'ils ont fait le choix d'utiliser un filtre sur la photo qui, à la fois, va la faire apparaître en seulement une teinte de couleur, donc ici en bleu. Donc c'est un premier point sur lequel ça permet de gagner en taille et en poids d'image. L'image va peser moins lourd puisqu'il y a moins de couleurs à afficher. Et on peut voir aussi qu'en fait, l'image est volontairement dégradée. Elle est pixelisée volontairement et forcément, elle pèsera moins lourd et elle aura moins besoin d'être exportée et ensuite uploadée dans une qualité très, très haute. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir des images qui seront bien moins lourdes. Et en UX, on voit quand même, on aperçoit quand même l'image, on voit son contenu, donc le cerveau comprend le message qui est véhiculé par cette image. Ça. Et je trouve que c'est un compromis qui est très intéressant, puisqu'en fait, il permet d'injecter en fait l'ADN et l'identité graphique du site ou de la marque, tout en ne se passant pas de photos. Donc voilà, on a quelque chose qui vient renforcer l'identité tout en étant bénéfique pour le score d'éco-conception. Un autre élément forcément qui va demander des ressources importantes, c'est les typographies. On peut se dire que ce n'est pas forcément important, mais ce n'est pas le cas. Les typographies aussi demandent à être chargées par les navigateurs et forcément, elles vont alourdir le nombre de requêtes notamment. Donc les options qu'on a ici pour améliorer les performances liées au chargement des typographies, c'est dans un premier temps de n'utiliser qu'une ou deux typographies. Évidemment, si on a 8 typographies à charger sur le site, c'est pas possible, ça va demander à chaque page d'appeler ces typographies. Donc déjà, on peut se limiter dans celles qu'on utilise. Et ensuite, on peut également utiliser celles qui sont préinstallées sur les terminaux, donc toutes les polices système qui ne demandent pas de requête pour être chargées. Et enfin, si vraiment vous voulez avoir des typographies un peu plus particulières, il est préférable de les utiliser en format WOF, donc Web Open Font format, c'est ça, et puisque c'est un format qui est pensé et optimisé pour le web, et qui va être comme pour des images optimisées, c'est un format qui va être moins lourd. Donc, je vais vous montrer par exemple ici le site de Yuba. Donc on peut voir qu'ils ont quand même des typographies qui sont très graphiques, et pourtant c'est un site qui pèse très peu lourd. Donc c'est notamment lié au fait qu'on est sur une page très courte, donc ça permet de mettre en avant les éléments graphiques. On a aussi l'illustration. Voilà, pour les typographies, vu qu'elles sont dans un bon format, elles ne vont pas demander beaucoup de requêtes. Et ça permet à ce site d'avoir une bonne note et un bon score d'éco-index, justement. Malgré le fait qu'ils utilisent du coup, là, on a un compromis, c'est qu'on vous disait, alors du coup, les images, voilà, ça prend des ressources. Là, ils ont fait le travail aussi, j'imagine, de compresser les images. Mais vu qu'ils ont fait ce travail d'avoir très peu de choses et du coup de travailler la typographie, ils peuvent se permettre de mettre quelques images. Bon, le site est particulièrement réduit pour le coup à sa bonne taille, donc ça aide. Voilà. Tout est une question de compromis. On ne va pas non plus aller dans l'extrême sobriété, sauf si c'est vraiment important pour votre secteur, pour votre propos. Il faut revenir aussi à la stratégie. Donc, un autre point que je trouvais intéressant de mettre en avant, c'est qui n'est encore pas trop diffusé, encore très réalisé sur les sites internet, c'est de prévoir un mode éco, donc un mode éco-conception qui va, si on l'active, supprimer en fait,
désactiver l'affichage de tous les éléments qui vont être demandeurs en ressources. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est l'utilisateur qui va être acteur dans ce choix-là, en fait, de ce qu'il choisit d'afficher ou pas, et par conséquent, de l'impact qu'il va avoir lors de sa navigation. Je trouve que c'est un compromis qui est très intéressant parce qu'il a aussi le mérite de sensibiliser l'utilisateur à sa consommation, en fait, à travers sa navigation sur les sites. Je pense qu'il y a encore beaucoup aujourd'hui d'utilisateurs qui n'ont en fait même pas conscience que naviguer sur Internet, ça produit des émissions. Ça a un impact réel sur les émissions, sur la pollution. Et voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête quand on navigue. Et le mode éco, il permet d'alerter en fait sur le fait que attention, il y a des éléments qui vont avoir un impact concret. Par exemple, on a eu l'occasion l'année passée de travailler avec la métropole de Brest. Je vais vous présenter le site. Comme vous pouvez voir, ici, donc en discutant avec le client, on a quand même compris qu'ils avaient un enjeu très fort de rendre leur territoire attractif. Et pour eux, ça passait par le fait de mettre en avant ce territoire dans des visuels. Donc avec des photos pleine page, des photos qui se retrouvent sur le site, et que c'était important que ces images soient en bonne qualité et pas dégradées. Et par conséquent, on ne pouvait pas faire l'impasse ou proposer voilà, des filtres. Donc, ce qu'on a travaillé avec eux, c'est la mise en place d'un mode éco. Donc, ce mode éco, il vient enlever en fait tous les visuels qu'on peut retrouver sur le site. Et ici, l'utilisateur va avoir vraiment le contenu texte qui s'affiche, donc il retrouvera toujours ces informations. On a fait le choix de conserver tout de même les pictos puisqu'ils sont en SVG, et d'avoir tout de même des couleurs qui permettent d'identifier les différents éléments du site. Mais voilà, c'était un choix. Voilà, vous pouvez voir qu'ici, ils avaient un besoin de mettre en avant beaucoup de visuels. Et voilà, c'était le compromis non pas qui s'imposait, mais qui semblait plutôt cohérent avec le besoin qu'avait le client. Voilà. C'était pour la partie bonne pratique. Et là, maintenant, on va passer un court cas pratique. Donc, comment auditer mon site et donc pouvoir avoir des informations qui vont vous permettre de faire des choix justement pour l'éco-conception. Donc, nous, on utilise, en tout cas au studio, il y a des autres outils qui existent, mais qui vont être beaucoup plus pour la partie tech, back et front. Donc, il y a des webinars Adimeo qui existent, qui sont plus spécifiques là-dessus, qui sont animés par Adam. Nous, au studio, on utilise beaucoup l'éco-index, donc qui vous permet d'avoir un score, un peu à l'image du Nutri-Score, et de voir en détail la notation. Et ils ont une approche très pédagogique qui nous permet aussi de proposer des bonnes pratiques et de voir où on en est et de pouvoir activer des choses assez rapidement. Peut-être d'abord le site de Dalkia. Je vais juste montrer ça. Donc, en gros, vous arrivez ici et vous pouvez mettre donc votre URL sur ce champ et pouvoir tester votre site. Et donc, voilà, ils ont tout un topo sur ce qu'on vous a expliqué, pourquoi c'est important de faire du numérique responsable, des stats voilà, qui corroborent ces explications. Et voilà, c'est un site très pédagogique et avec plein de ressources, voilà, qui a été fait par Nutriel IT et surtout l'association Green IT. Donc là, on va l'utiliser en utilisant donc, le site de Dalkia. Hop. Donc,
je vais chercher mon URL, je la mets ici. Ce qu'on trouvait intéressant comme exercice de le faire avec le site de Dalka, c'est qu'ils revendiquent justement le fait d'avoir éco-conçu leur site, d'avoir eu cette réflexion tout au long de la conception, d'avoir essayé de faire les choses bien pour que le site ait un impact plus léger. Et en fait, on peut voir que même avec toute cette réflexion, on aura toujours des points qui seront améliorables. Je crois que notre connexion nous fait défaut pour cet exercice, mais ce n'est pas grave parce qu'on a des captures d'écran. Je vais juste lui laisser une petite seconde. Non, très bien. Bon. Dommage, mais ce n'est pas grave. Hop. On va partager le site directement. Donc Dalka, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Ils ont fait le choix, notamment sur les photos, d'en mettre peu et d'en mettre avec des filtres. Mais on peut voir que d'un point de vue un peu plus UX, on a quand même beaucoup d'éléments. Donc, c'est des choses qui vont se retranscrire quand même dans la note et dans le score qui va être donné par l'éco-index. Donc, ouais. Donc, effectivement, vous voyez que le site a plusieurs bonnes pratiques. Ils ont effectivement l'image dégradée qu'ils ont tout de même, en fait, au tout départ, toute l'image était dégradée. Je pense qu'ils ont réorienté un petit peu cette image pour tout de même qu'on voit le visage de la petite fille. Voilà, bah, ça fait partie effectivement donc, de l'accompagnement et du jaugeage. Ils se sont peut-être dit que c'était un peu trop fort et qu'on pouvait, parce que du coup, la note est de B, mais on le verra, je crois qu'elle est de C donc sur l'éco-index. Donc voilà, l'éco-index a une façon de noter qui est assez sévère, on va le voir, puisque ça va de A à G. Donc en fait, si vous êtes à D, c'est que vous avez déjà fait pas mal d'efforts et que c'est bien. Donc c'est assez responsabilisant et c'est effectivement, bah voilà, comme le disait Juliette sur le mode éco-responsable, ça permet de pousser en fait à aller plus loin, quoi. Hop. Et donc, si on passe ce site sur l'éco-index, oui, en sachant que là, on a fait l'exercice avec leur page d'accueil, mais chaque page est à traiter individuellement. Peut-être que des pages avec moins de contenu vont avoir un meilleur score. Voilà. Voilà, il faut effectivement utiliser cet outil sur avoir peut-être un parcours utilisateur, tester les parcours utilisateurs les plus utilisés et en faire la moyenne. Effectivement, là, on vous montre la homepage pour auditer une page et qu'est-ce que ça va nous rendre comme information. Mais l'idée, c'est d'en faire un audit voilà, qui a été fixé à l'avance pour pouvoir voir pour avoir une moyenne au niveau d'un parcours. C'est là où on va vraiment voir l'impact. Et vous pouvez vous permettre une page qui est plutôt à D ou à E, mais si tout le reste est plutôt très, que là on vise plutôt B, bah voilà, vous avez une moyenne qui est correcte. Donc, comme on le voit, ça vous donne donc le score. Donc là, on est à C, donc une note de 70 sur 100. Et on peut voir si vous allez et si vous testez vous-même, je ne sais pas si Emmanuel vous a donné le lien, les deux liens qui vous permettent de faire l'exercice en même temps que nous, ça peut être intéressant. Vous voyez que ici, sur cette zone, donc il y a déjà un texte qui qui vous encourage à faire encore plus d'efforts. Donc on le voit, donc de la courbe de A à G. Donc c'est voilà, encore un effort. On est plutôt là, on commence à être vraiment dans la fourchette où on fait vraiment des efforts. Et D, on est dans la moyenne, ce qui est déjà très bien.
Et après, bon, voilà, après ça, c'est une histoire de ce que vous voulez après vous pour votre stratégie, votre site. En dessous, donc, ça vous donne tout de suite des informations sur est-ce que parce qu'il y a 3 aspects vraiment que Ecoindex regarde. C'est le poids de la page, c'est le nombre d'éléments et voilà, donc la complexité de la page et les requêtes qui sont effectuées. Donc là, on voit que sur cette page-là, Ecoindex, voilà, juge que c'est encore trop lourd. On va montrer pourquoi juste en dessous. Donc, que pour le coup, là, elle est assez simple. Les éléments sont OK, mais qu'il y a encore un peu trop de requêtes. Et donc, on peut aller voir tout de suite les détails pour pouvoir s'améliorer. Ils ont aussi un topo sur l'empreinte environnementale et donc, ça vous donne des stats sur la consommation de cette page en ressources. Donc, en consommation d'eau, en émissions de gaz à effet de serre. Et donc, voilà, ils ont aussi un topo sur rendre ces chiffres un peu plus intelligibles pour qu'on comprenne que voilà, ce quotidien a un impact sur les ressources. Puis après vient le détail du score à proprement dit. Et ils ont vraiment quelque chose, là pour le coup, l'UX est vraiment bien fait, où on a sur ces 3 critères, en gros, on a une médiane et ils ont une cible qui est représentée par le point noir. Et après, ils mettent où est-ce qu'on se situe, nous. Donc, le poids de la page ici est vraiment pas loin de la cible. Donc, la cible, ça veut dire quand vous avez atteint la cible, c'est que vous avez quand même fait des efforts. Enfin, vous avez fait même pas mal d'efforts. Donc, on est très bon, quoi. Donc là, Dalkia, ils sont un peu en dessous. Donc, au-dessus, ils disent que c'est trop lourd, mais vraiment, ils sont vraiment pas loin. En termes de complexité, bon, là, ils sont largement au-dessus de la cible, donc qui est le nombre d'éléments du DOM. Donc, en gros, c'est la taille de votre code. Donc, ils ont vraiment travaillé cet aspect-là. Et bon, il y a quelques requêtes. Voilà, ils sont un point au-dessus de la cible. Donc, voilà, ils ont vraiment des bonnes pratiques. Mais pour vous expliquer que l'Ecoindex est quand même assez sévère, que c'est fait exprès pour qu'on fasse des efforts. Et après, il y a un topo sur comment améliorer son score. Donc ici, l'Ecoindex, il va donner en fait des options d'amélioration, enfin des pistes d'amélioration pour les 3 éléments qu'il juge. Donc, si la page est trop lourde, si la page est trop complexe, s'il y a trop de requêtes. Parmi ces axes d'amélioration, ils vont donner en fait à la fois des clés en UX, en UI et en développement aussi en fait. Et on va retrouver les bonnes pratiques qu'on a précédemment données, donc optimiser les images, éviter les vidéos. D'un point de vue plus technique, on a des choses comme compresser le code. Voilà. Et il propose aussi d'axer, si la page est trop complexe, d'axer la réflexion vers du mobile first. C'est un point dont on n'a pas parlé précédemment, mais qui est aussi très intéressant, puisque quand on réfléchit tout d'abord en mobile, en fait, on fait le travail d'optimiser le contenu et de l'alléger, ce qui fait que quand on passe en desktop, on a déjà la version allégée du contenu. Voilà. Et ensuite, on a également des axes d'amélioration s'il y a trop de requêtes, ce qui là va concerner plus l'aspect développement. Donc voilà, avec cet outil, ça vous donne donc les informations nécessaires à savoir si vous êtes déjà sur une logique de numérique responsable, comment vous pouvez l'améliorer. Et peut-être vraiment au début, déjà se donner une fourchette de ce qu'on veut pour cette démarche. Est-ce que vous voulez, pour votre site, pour votre marque, pour votre activité, est-ce que ça a du sens déjà d'avoir une exigence forte ou modérée, donc de viser une note entre B et D, D étant la moyenne. Donc, c'est déjà pas mal. Mais en revanche, il faudra le savoir, cela va avoir un impact sur votre direction artistique.
nous, on le prend en compte et on le voit, on accompagne nos clients là-dessus. Et c'est des discussions voilà, où nous, on apporte de la pédagogie, comme là, ce qu'on est en train de faire dans ce webinaire, pour expliquer qu'entre B et D, il va falloir être assez économe sur les hauteurs d'écran parce que, comme on l'a vu, ça joue sur les éléments qu'il y a sur la page, donc sur la taille du code. Donc voilà, hein, si vous voulez atteindre B, c'est assez exigeant comme note. Donc voilà, noter sur 2 hauteurs d'écran en desktop, peut-être un peu plus en mobile, déjà faire du mobile first. Et voilà, entre C ou D, on peut se permettre un peu plus d'éléments si on l'a bien travaillé. Le poids des images va être optimisé, donc comme les bonnes pratiques qu'on vous a présentées. Donc ça va passer soit par extrêmement peu d'images, soit par des images filtrées, voilà, optimisées, voire dégradées. Le menu éco-responsable, si vous voulez peut-être vous laisser un petit peu plus de poids, donc pouvoir passer du E à du D ou à du C. Voilà, si ça a du sens, si visuellement vous avez voilà, des besoins forts, voilà, ça peut être un moyen de contrebalancer un petit peu le propos. Et niveau navigation, donc il faut que ça soit ISO entre le mobile et le desktop. Donc ça pousse grandement pour un usage du menu burger, puisqu'il ne faut pas dupliquer les deux éléments. Au niveau du dev, du coup, ça demande de dupliquer ces 2 éléments et donc, du coup, ça augmente le poids. Là, pour le coup, vu que c'est le menu de navigation, c'est sur toutes les pages, donc ça a quand même un impact. Voilà, il faut le savoir, parce que le menu burger n'est pas encore tout à fait... c'est pas encore une convention, ça commence assez à le devenir, mais ça dépend après de votre audience. Si vous avez une audience qui est majoritairement voilà, avec une maturité digitale, une facilité d'utilisation, des interfaces assez faibles, peut-être qu'il faut se poser la question. Voilà. Donc, ça va être sous le travail de l'UX, le travail de s'intéresser aux personas, de s'intéresser à voilà, donc leurs usages, leur maturité pour pouvoir avancer ces choix. Et oui, d'un point de vue purement direction artistique, c'est vrai que l'idée de l'éco-conception, c'est pas forcément de se dire qu'on doit tout sacrifier pour avoir un site qui a une bonne note. C'est d'identifier les éléments sur lesquels on peut s'améliorer. Il y en a sûrement sur lesquels on ne peut pas. On a parfois des contraintes qui sont très spécifiques. Par exemple, un client qui a une typographie à lui et qui veut absolument l'utiliser alors qu'elle n'est pas adaptée pour le web. Parfois, on n'a pas la marge de pouvoir améliorer cet aspect-là. Dans ce cas-là, peut-être on peut améliorer d'autres choses. C'est vraiment une question de compromis à trouver et de voir quels sont les points vraiment sur lesquels on veut mettre l'accent. Si c'est les visuels, du coup, on fait le choix assumé d'utiliser des visuels pleine largeur. Voilà, on sait que ça va faire baisser la note, mais que peut-être que dans ce cas-là, on ne mettra pas 8 actualités, mais que 2. C'est vraiment une question, en Sans fait, image. voilà. C'est vraiment une question de compromis et d'identifier les points clés qui sont importants à ne pas sacrifier dans notre design pour pouvoir compenser ailleurs, en fait. Voilà, on arrive sur la fin. Nous, effectivement, comme on vous l'a dit tout au long de cette présentation, nous, on peut vous accompagner donc voilà, sur des audits de qualité avec les critères Green IT. Au niveau du conseil stratégique et dans le respect donc, de toutes les bonnes pratiques qui sont dans le référentiel général de l'éco-conception et donc au niveau de la production technique et en maintenance. Voilà. On va passer maintenant peut-être aux questions avec le temps qu'il nous reste. Alors, il me semble, Emmanuel nous a fait noter que pour la question de Emeline D, il vous a pointé vers un webinar donc, qui va répondre à toutes vos questions. Un article, oui. Un article voilà, sur le SXO.
et qui va répondre bien mieux à ces questions-là. Donc pour la question de Virginie, est-ce que les Google Fonts font partie des police systems? Non, elles ne font pas partie des police systems, mais elles sont a priori optimisées pour un usage pour le web. Les police systems, c'est vraiment celles qui sont préchargées dans l'ordinateur par défaut. Donc ça va être l'Arial, le comics en MS, voilà, ces typographies-là qui sont par défaut dans le navigateur. Les Google Fonts, il faut les télécharger, donc ce ne sont pas des polysystèmes. Est-ce qu'il faut prévoir un gros budget pour la réalisation? Non, puisque si on a bien travaillé la stratégie et donc le périmètre et que vous avez fait des choix qui donc vous permettent d'alléger. On a allégé en termes d'éléments sur la page, en termes d'images, en termes de plein de choses, en termes de parcours utilisateur, on l'a simplifié. Donc, théoriquement, ça va effectivement du coup alléger votre budget. On l'a vu au début, vu qu'on périmètre moins pour aller vers ce qui est essentiel, on a moins de choses à développer. Est-ce que concevoir son site en dark mode rentre dans le score Ecoindex? Alors oui, le dark mode, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une possibilité pour améliorer la performance de son site. C'est pas forcément ce qui va être le plus impactant sur la note, mais voilà, en sachant qu'un dark mode, il y a aussi d'autres contraintes qui vont avec, notamment par l'accessibilité, donc il faut toujours faire très attention aux couleurs qu'on va utiliser avec le dark mode. Voilà. Mais c'est vrai que, a priori, les couleurs foncées vont demander moins de ressources et moins de luminosité, en fait, et vont consommer moins. Mais là, ça va être plus en termes d'affichage sur l'écran. Donc, c'est plus l'ordinateur qui va consommer moins d'électricité. Oui. Voilà. Mais c'est encore quelque chose qui est un peu nuancé. Et c'est assez marginal, puisque en fait, là, on tombe dans le parfait exemple. Si c'est un usage marginal que votre utilisateur potentiellement ne va pas l'utiliser, est-ce que ce n'est pas un peu, entre guillemets, gadget? Donc, vous allez mettre du temps et donc des ressources financières, budgétaires pour mettre en place le dark mode. Et finalement, il faudrait voir en fait l'usage que ça a. Il faudrait aller regarder des chiffres qui montrent si c'est un usage qui est courant ou pas. Voilà, nous, c'est effectivement, ça peut être une bonne pratique. Et voilà, il faut le mettre en contexte par rapport à l'utilisation. Alors, et après, peut-être plus techniquement, est-ce que ça rentre dans le score Ecoindex? Je sais que, il faudrait tester parce que le switch éco-conception, du coup, ne permet pas sur Ecoindex, quand vous mettez en fait l'URL, vu que ça prend en compte que l'URL, et ça ne fait pas la distinction entre les deux. Donc, potentiellement, ça ne marche pas. Par contre, il y a Green, il y a le plugin Green IT Analysis qui va être embarqué en gros dans votre inspecteur de code. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut vraiment vider le cache parce qu'il prend en compte plein d'éléments et donc l'usage d'autres plugins et parfois donc sa boussole est un peu faussée, ce qui a beaucoup moins sur la version plateforme d'Ecoindex, c'est pour ça qu'on vous la propose. Mais peut-être tester là-dessus pour voir si ça marche. L'Ecoindex ne prend en compte qu'une page à la fois. Y a-t-il des scores prenant en compte l'ensemble d'un site web? Pas à notre connaissance. Aujourd'hui, on n'a pas quelque chose qui donne une note. Et puis après, ça va aussi dans le sens de vraiment bien faire le travail et de se poser les bonnes questions et donc de se poser sur le parcours. Voilà, là, effectivement, on n'a montré qu'une seule page, mais il faut voir là où vous avez le plus d'atterrissage et essayer de pondérer les pages qui sont le plus consultés pour voir à peu près où est-ce qu'est vraiment le poids et donc pouvoir faire une moyenne. Mais ça fait partie de la méthodologie à cadrer avec le client au début à l'audit. Ne pensez-vous pas que l'éco-design du site deviendra prochainement un des critères de référencement pour les moteurs de recherche? Peut-être.
Je pense qu'il faut l'espérer, que en tout cas, ce soit quelque chose qui devienne un peu contrôlé, ou au moins qu'on ait des indices de référence assez clairement, comme on commence à avoir pour l'accessibilité. Après, est-ce que ça rentrera en compte dans le référencement? Eh ben, on l'espère, hein, Ouais. tout ça, ça va effectivement dans le bon sens, mais voilà, on espère que ça soit ça. Effectivement, la question peut se poser aussi sur l'AI, hein, des choses, bon, là, on bifurque complètement, mais on parle d'éco-conception et en même temps, il y a des usages d'AI qui commencent à émerger et qui demandent qui puisent énormément de ressources parce que ça utilise plein de serveurs, etc. Voilà, ça c'est aussi dans l'air du temps. Voilà, l'éco-responsabilité, c'est important pour nous. On a beaucoup de sujets qui sont dans la sphère publique, donc on se doit d'être irréprochable sur ces sujets. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, donc voilà, le prochain webinaire qui est sur décupler les performances marketing et commerciales de votre entreprise avec HubSpot. Donc, autre sujet. Donc, ça sera le 28 septembre à 11h. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup.